Anne-Christine, c'est à toi. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah non, pas encore. Normalement, vous devez le voir. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, tout à fait. Oui, on t'entend bien, le partage d'écran est bon, on voit ta présentation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, qu'est-ce qui peut rendre attrayante une PME, sachant que ma présentation on va se demander comment changer la vie d'une PME avec Power BI. Donc, qu'est-ce qui peut rendre attrayante une PME? Bon, d'abord, ça peut être une bonne ambiance entre collègues, des clients satisfaits et des dirigeants fiers de leur activité. Et on va voir comment Power BI peut les aider à cela. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Anne-Christine Bisson, je suis consultante indépendante en informatique décisionnelle et base de données, essentiellement autour des technologies Microsoft. Je suis aussi formatrice dans les écoles d'informatique et aussi auteure d'ouvrages techniques. Et je vais commencer par remercier tous les sponsors pour participer à cette journée. Alors, je vais commencer par parler de la business intelligence, donc Power BI, BI, business intelligence. En français, c'est informatique décisionnelle. Et comme son nom l'indique, ça permet de créer des outils d'aide à la décision. Donc, Power BI, c'est un outil aussi de data vise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il intègre un ETL. ETL, ça veut dire extract, transform, load, extraire des données, les transformer et les charger pour permettre de faire de présenter les données visuellement et prendre des décisions, qu'elles soient opérationnelles ou stratégiques. Donc maintenant, je vais vous parler du contexte. Donc, je vais vous parler de contexte d'une mission où j'interviens pour une PME de 50 personnes. Son activité, c'est la mécanique de précision. Ses clients, eh bien, ce sont des industries et principalement dans l'automobile et l'aéronautique. Cette PME, elle est certifiée, elle a plusieurs certifications AFNOR, dont la fameuse ISO 9001. Donc, Power BI, ça lui permet d'avoir une BI donc accessible. Pour ça, concrètement, elle possède 8 licences Microsoft 365, donc version business standard, à 10 € par mois. Elle a 11 licences apps à 8,80 € par mois. Et elle a acheté en complément 8 licences pro. On s'est demandé si elle allait prendre, on s'est interrogé sur la différence entre la licence pro et la licence par utilisateur. Et comme il n'y a que besoin d'automatiser que 2 fois par jour, les données, on a choisi donc les licences pro. Et donc, ça lui coûte chaque licence 8,40 € par mois. Donc, ce qui lui fait une BI quand même collaborative et avec la possibilité de gérer les accès pour environ 3 000 € par an, avec tous les outils Microsoft compris. Dans cette PME, donc, elle a choisi de rendre les libellés de compte non nominatifs, ce qui permet, lorsqu'il y a des changements de poste, eh bien, de ne pas modifier les comptes. Alors, ce qui est intéressant avec Power BI aussi pour cette PME, c'est que c'est facile à prendre en main. Par exemple, il y a un ingénieur, Pierre, qui m'a dit qu'avec Power BI, il passe 20% de son temps à élaborer un rapport et 80% à analyser les résultats, alors que c'était plutôt l'inverse avec Excel. Donc, je les ai accompagnés dans la mise en œuvre de Power BI Service. Au départ, donc, on a commencé par se connecter aux données Oracle. Donc, ils ont un ERP, Helios, dont les données sont dans une base Oracle.
Donc, je les ai aidés à se connecter d'abord sur Power BI Desktop. On a aussi vu ensemble comment changer la source vers des sources Excel, notamment lorsqu'ils changent de place un fichier Excel basé et dont on se sert dans un rapport Power BI, donc version desktop. Pour la mise en place de Power BI Service, donc on a créé ensemble le premier espace de travail. Ensuite, maintenant, ils savent se débrouiller pour en créer d'autres. Nous avons aussi créé les premières passerelles. Et bien sûr, on a parlé des bonnes pratiques. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les bonnes pratiques parce qu'il y a d'autres sessions aujourd'hui. Il y en a eu d'autres, notamment une qui s'est déroulée à Strasbourg. Enfin, c'est un meet-up qui s'est déroulé à Strasbourg il n'y a pas très, très longtemps, il y a quelques mois, donc sur ce sujet. Mais il y en a une bonne pratique qui me tient à cœur, c'est réfléchir pour réussir. C'est-à-dire qu'on se met d'abord autour d'une table avant de commencer un rapport pour donner du sens à son travail, donner du sens à ses données et dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Donc, par exemple, on m'a demandé d'intervenir pour une solution technique. Donc là, je vais vous... Non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. On m'a demandé donc d'intervenir sur ce rapport parce qu'ils n'arrivaient pas à afficher sur ce tableau, donc qui affiche donc le dernier accident de travail par secteur. Ils arrivaient bien à afficher le secteur, la date d'ouverture et ou la date d'accident, donc et le nombre de jours depuis le dernier accident. Mais l'endroit de la blessure, le type de blessure, ça ne s'affichait pas correctement. Ce n'étaient pas les données qui correspondaient à la date d'accident. Donc déjà, moi, ce que j'utilise, c'est un onglet vérification, donc que je masque, donc qui ne vont pas s'afficher lorsqu'on va le publier dans Power BI Service. Donc voilà, c'est simplement un tableau qui montre les données et je peux voir que le 25 juillet, c'est bien l'avant-bras droit, la blessure et une coupure comme type de blessure. Et surtout, la bonne pratique que j'ai ajoutée dans ce rapport, c'est une note avec l'objectif zéro accident et de mettre en évidence, ce qu'ils veulent, c'est mettre en évidence le nombre de jours sans accident et non de basculer sur les incidents. Et donc, pas de filtre à prévoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand je suis intervenue, j'ai passé du temps sur ce tableau parce qu'il y avait un filtre à côté. En fait, le filtre, il les avait servi à essayer d'afficher les bonnes données. Et j'ai passé du temps à essayer de rajouter du filtre sur ce tableau. Bon, c'est pas très, très grave en soi, mais c'est vrai que s'il y avait eu cette petite note avec pas de filtre à prévoir, ça m'aurait permis d'en gagner. Donc, ce qu'ils veulent aussi, c'était une comparaison de nombre d'incidents. Qu'un accident, ça veut dire que c'est un arrêt de travail, sinon on considère ça comme un incident. Il y a aussi, dans ces notes, il est possible d'ajouter des informations sur la charte graphique, des thèmes, des polices. Enfin, vous pouvez noter ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin non plus de faire des grands discours. Juste quelques mots, ça peut suffire pour s'aider les uns les autres. Donc, je vais revenir donc, sur ce rapport, donc avec ici, donc bien rajouter le 12 de mois glissant, puisque sinon, on voit qu'ici, il y a 4 accidents de travail. Et là, il n'y en a que 3. En fait, celui-ci, c'est depuis le début de l'année, alors que celui-là, c'est les 12 mois de glissant. Donc, souvent aussi, on essaye de mettre du sens aussi dans les titres pour bien comprendre rapidement ce que nos indicateurs, ce que nos visuels veulent dire, veulent montrer. Donc, je vais revenir à ma slide suivante. Ce qui se passe aussi, c'est quand j'interviens sur des... Quand ils me demandent, en fait, ils m'interviennent lorsqu'ils sont... ils me demandent d'intervenir, pardon, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver une solution technique.
Et là, par exemple, je les ai aidés à afficher des photos dans la liste des non-conformités. Donc ici, vous avez des choses pas très jolies, mais c'est parce qu'ils m'ont demandé de rester anonyme et de ne pas afficher donc, les noms de leurs clients. Et lorsque, à chaque fois que j'apporte une solution technique, eh bien, je leur fournis aussi une fiche technique pour qu'ils soient autonomes par la suite. C'est vrai qu'en général, ils n'ont pas moyen de s'offrir un informaticien à temps plein. Au bout de quelques semaines d'utilisation, eh bien, ils ont déjà constaté des résultats. Cette nouvelle forme donc, de communication visuelle donc, favorise l'agilité. Donc, par exemple, sur cette photo, on voit Virginie qui vient s'auto-évaluer. Elle peut aussi regarder sa liste d'actions sans attendre le top 5 du lendemain. Qu'est-ce que c'est que le top 5 ? 5, ça veut dire 5 minutes. C'est-à-dire que tous les matins, par équipe, ils se réunissent pendant 5 minutes et ils parlent des événements de la veille et des actions du jour. Là, je vais aussi maintenant vous montrer un autre visuel qui présente, donc là, c'est l'animation top 15. Top 15, donc c'est les équipes qui se réunissent pendant 15 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Et voici un exemple de visuel qui représente l'atelier avec les machines et les dates de maintenance. Donc là, c'est un visuel qu'ils ont développé récemment. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Oui, on le voit bien. Merci. Donc, les cases qui sont vides, en fait, c'est tout simplement parce que les données n'ont pas été saisies encore dans les machines. Mais lorsqu'elles seront saisies donc, dans un fichier Excel, la source est un fichier Excel, eh ben, elles vont apparaître automatiquement. L'idée, moi, j'avais l'intention d'aller chercher les données GPS de chaque machine et de les mettre et d'utiliser un visuel de carte chloroplet, mais celle que je préférais, c'est d'utiliser IconMap. Ça a été développé par un de nos collègues. Et, mais là, ce qu'ils ont préféré faire, c'est d'utiliser tout simplement des cartes avec des filtres. Donc, c'est un petit peu long à s'afficher après à voir, mais dans l'avenir, je vais essayer de faire la même chose, mais avec IconMap. Mais déjà, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait parce que je trouve que c'est assez simple, c'est à leur portée puisque ce sont des gens du métier qui l'ont créé. Et c'est visuel parce que ça correspond à peu près à ce qu'il y a dans l'atelier. Donc, c'est bien au fond à gauche qu'il y a la machine VTC 200 C4. Donc, on voit tout de suite qu'en vert, il va y avoir les maintenances à venir. En bleu, c'est celles qui sont prévues ce mois-ci. Et en rose, c'est celles qui sont en retard. Ici, quelque chose qui les ont bluffés aussi lorsque ça a été mis en place. Donc, ils ont ajouté donc un rapport qui montre les coûts de maintenance par machine. Et ils ont été surpris par cette machine-ci. Ils se sont rendus compte qu'elle leur coûte cher et du coup que cette machine elle est obsolète et qu'il va falloir la changer. Ils s'en étaient pas rendus compte avant la mise en place donc au mois de mai, avant la mise en place de ce rapport. Donc on voit que tout de suite, donc ce qui les a bluffés, c'est que, enfin, ils s'y attendaient, mais pas aussi rapidement à ce que Power BI, ce genre de communication visuelle, leur permet de maîtriser les coûts. C'est super intéressant parce que ça vaut le coup de l'investissement dans des outils Power BI.
Avant, tu mentionnais effectivement le coût des licences Power Ouais, BI. Et au final, on voit que bon, on a une machine qui est obsolète, donc le rendement de l'investissement dans des prestations Power BI vaut le coup, quoi. Enfin, BI en tout à général. fait, tout à fait. Bah, que la partie Power BI, pardon, c'est 1 000 €. Donc, bah, déjà, rien que là, ils l'ont gagné en changeant de. Parce que ça va leur permettre, ouais, de changer de machine et d'avoir moins de coûts de maintenance. 140 000 €, c'est pas rien. Ouais. Alors, avant, on voyait pas mal d'écrans aussi sur les slides que nous présentait. Est-ce que ça, c'était des écrans qui ont été mis en place pour la BI ou c'était Oui, des écrans qui étaient présents avant? non, non, c'est pour l'habillage. J'allais y venir. J'allais y venir. Ce qui les a bluffés, même s'ils s'y attendaient, mais c'est aussi le gain de temps. Donc, on sait bien, le temps, c'est de l'argent. Euh, donc, en fait, ils ont développé en 4 mois 18 indicateurs opérationnels. Donc là, voici le tableau de bord. Donc là, c'est un visuel Power BI Service, hein, en plein écran. Et sur la droite, on voit donc je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà. Ici, on voit un tableau blanc. C'est ce qui existait au début de l'année. Et là, ça a été remplacé au fur et à mesure par des écrans tactiles. En fait, avant, ils imprimaient des indicateurs papier et ils les accrochaient dans différents endroits de l'usine. L'inconvénient, c'est que ce n'était pas à jour. Les données n'étaient pas forcément à jour. Ils n'avaient pas forcément, parfois, quand ils étaient surchargés, ils n'avaient pas le temps d'imprimer ces indicateurs. Ils n'avaient pas le temps d'accrocher et de les accrocher. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire ça. Donc, ils ont des différents types d'écrans tactiles. Ils ont des tablettes qui sont à côté des machines. Ils ont des totems proches des îlots. Donc, les îlots, c'est un regroupement de machines. Et ils ont aussi cet écran interactif, et ce qui leur permet donc d'avoir des données qui sont mises à jour automatiquement 2 fois par jour. Donc eux, ils ont fait le choix de le faire 2 fois par jour, mais on pourrait le faire jusqu'à 8 fois par jour avec une licence pro. S'ils voulaient le faire, par exemple, beaucoup plus fréquemment, eh bien, ils le passeraient en licence par utilisateur. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être autour de 16 € par mois. Et surtout, donc, avec cet écran interactif, c'est là qu'ils reçoivent leurs clients ou aussi lorsqu'il y a des audits, parce que quand on est certifié, on est souvent certifié et aussi qu'on travaille pour l'aéronautique et même l'automobile. On a souvent des visites clients, on a souvent des audits. Et donc, grâce à ces écrans tactiles, ils démontrent qu'ils maîtrisent leur process et ils peuvent montrer les données pour le client qui vient les visiter juste en cliquant, enfin non, en pointant le doigt sur cet écran. Donc, dans l'avenir, il nous reste pas mal de travail. Eh bien, on va cadrer donc les prochaines étapes, c'est-à-dire la conception d'indicateurs, la stratégique et financier. Et on va étudier d'autres cas d'usage. Et notamment, par exemple, lorsqu'ils ont besoin d'appeler un client à l'étranger, eh bien, on va se demander si on va pouvoir le déranger à l'instant T. Et je vais devoir, grâce à un rapport, on va voir tout de suite si je peux l'appeler, si je ne vais pas le déranger. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le slide suivant, enfin même dans le rapport suivant. Donc là, je l'ai fait tout simplement. Et ici, donc j'ai une liste de pays avec l'heure et la date. Et donc, je vais l'actualiser manuellement et vous allez voir que ça prend peu de temps. Ah si, quand même, là, ça prend, je pensais que normalement, c'est plus rapide. Et on voit que, par exemple, si je veux appeler un client en Chine, il est 18h52, c'est peut-être un peu juste. Ou si je veux appeler un client à Tahiti, là, je vais quand même le laisser dormir ou à Los Angeles. Et donc, cette mise à jour, donc, elle fonctionne même lors du changement de l'heure d'été ou d'hiver. Et donc là, je vais vous montrer
ce qui se passe là. Je vais vous faire un petit peu de technique. Donc là, ici, ce qui est important c'est de savoir quels sont les pays concernés par le changement d'heure dans le monde, le décalage horaire aussi. C'est pour ça que j'indique dans mon tableau l'UTC pour chaque pays, mais l'UTC hiver. Et vous allez comprendre pourquoi je mets que l'hiver. Ici, donc, au départ, quand je me suis connectée à une base de données SQL Express dans laquelle, en fait, j'ai une table, mais fictive, avec une seule colonne. Donc, avec un query, donc je suis partie comme ça pour démarrer ma connexion. Et ensuite, la partie query, eh bien, je l'ai changée par une simple requête SQL. Et là, on le voit bien, je l'ai modifiée par ma requête. En fait, je l'ai testée dans Management Studio. Et une fois qu'elle était prête, j'ai juste fait un copier-coller. Donc là, je vais vous décrire un petit peu la méthode dans ma requête. Donc en fait, je pars la base de cette requête, le fait que ce soit donc utilisable aussi partout dans le monde. Ainsi, si vous publiez ce rapport dans Power BI Service, si vous avez un collègue, par exemple, qui se situe en Inde, eh bien, il aura le même résultat puisque les données sont basées sur get UTC date, donc la date à UTC 0. Je suis obligée pour que les calculs fonctionnent de la transformer en small time. Donc là, c'est l'UTC 100 millisecondes. Et ensuite, je rajoute l'UTC 1. L'UTC, le nombre d'heures qui correspond à l'UTC hiver de mon pays. Là, pour la France, c'est 1. Et ensuite, je fais la formule qu'il faut pour avoir le dernier dimanche de mars à 2 heures du matin, puisque en Europe, pour le moment, donc c'est le changement d'heure pour passage d'hiver à l'été, c'est le dernier dimanche de mars à 2 heures. Le passage en hiver, c'est le dernier dimanche d'octobre à 3 heures du matin. Et ensuite, je compare la DACT avec l'UTC d'hiver, si ça se situe entre le dernier dimanche de mars à 2 heures et le dernier dimanche d'octobre. Donc, si c'est le cas, je suis en heure d'été, donc j'affiche ma date où j'ai rajouté 2 heures. Si ce n'est pas le cas, je suis en heure d'hiver et là, je rajoute juste 1 heure. Vous voyez qu'ici, quand c'est des pays comme la Chine où il n'y a pas de changement d'heure, la requête est beaucoup plus simple. Et ensuite, donc, si je reviens à mon tableau, j'ai toutes mes dates et heures. Alors là, ici, on voit bien qu'on est tous le 5 juin, mais par exemple, dans l'après-midi à Tahiti, nous, par exemple, demain matin, un peu plus tôt dans la matinée, on sera par exemple, nous, le 6, alors que, non, pardon, c'est ce soir, je crois, on sera le 6 juin et eux, ils seront encore au 5 juin. Mais cette table-là, donc, on peut tout à fait la rajouter, la relier avec une table client. On peut aussi, bien sûr, l'afficher. Attendez, pardon. Ici, dans une carte. Et là, vous pouvez aussi, alors attendez, je vais l'agrandir. Et on peut aussi rajouter donc nos données directement sur la carte. Enfin, après, c'est assez simple. Donc, je préfère revenir sur le tableau pour que ce soit plus parlant. Mais après, donc, vous pouvez améliorer votre visuel. Même chose, vous pouvez transformer aussi, ça c'est la méthode que je vous explique, mais on peut tout à fait la transformer en DAX. Et vous pouvez utiliser pour ça la fonction UTC Today. Là, pour l'instant, je l'ai fait à la main pour que ce soit plus parlant que d'avoir beaucoup de paramètres partout. Déjà que c'est pas simple. La requête SQL, elle est quand même pas très simple. Mais bien sûr, c'est facile d'ajouter des paramètres pour paramétrer
l'UTC. Mais où je voudrais retenir aussi votre attention, c'est pas si simple quand même. Faites attention parce que les lois changent. Il y a de plus en plus de pays qui abandonnent le changement d'heure. Donc, il faut toujours être au courant faut quand même régulièrement aller voir quel pays a changé d'heure pour que vos données soient exactes. Attention au Maroc. Le Maroc n'a pas de règles comme nous on peut avoir où c'est le dernier dimanche d'octobre. Le Maroc, c'est un pays religieux, il n'est pas laïque comme nous. Et du coup, c'est le roi qui décide de l'heure. Alors, en général, c'est proche de l'Europe, mais il se base quand même sur des impératifs religieux pour donner la date exacte du changement d'heure. Aux États-Unis, alors quelque chose de récent, c'est qu'il y a certains États qui ne changent pas d'heure. Au Brésil, c'est la même chose. Il y a des provinces du sud du Brésil qui ne changent pas d'heure. Donc surtout, en fonction des pays, pas hésiter à faire une table, surtout si vous avez beaucoup de clients et si vous travaillez dans beaucoup de pays. Eh bien, de faire une table qui comprend toutes ces données-là, tous ces paramètres-là, pour que ce soit après plus rapide lorsque on sait qu'il y a une modification, il y a un changement de loi au niveau des pays. Donc voilà, donc j'ai terminé ce retour d'expérience. Parce que là, tu utilises une base de données SQL et non pas une base web. Et donc, il faut la mettre à jour manuellement à chaque fois qu'il y a un changement d'horaire ou quelque chose comme ça. En fait, là, l'idée, comme on ne sait pas exactement à quel moment ils vont en avoir besoin, pardon, je reviens sur… en fait, c'est que lorsque l'utilisateur il l'ouvre, eh bien, il a juste à cliquer sur le bouton actualiser. Okay. Donc, effectivement, par contre, il faut lui donner les droits d'activer ces données. Oui. Après, oui, je pense qu'il y a des techniques pour… par contre, c'est vrai qu'on n'aurait pas le problème si on était Là, c'est parce qu'on est en licence pro. On serait en licence par utilisateur, on n'aurait pas ce souci-là. Oui, tu veux dire PPU, les premium par utilisateur. Premium par utilisateur, tout à fait. Ouais, okay. Après, c'est une question de choix. Bon, ça double couche. Pour l'instant, ils n'ont pas fait ce choix-là, mais pour d'autres entreprises où effectivement, moi, je l'ai déjà utilisé pas avant que Power BI existe. Là, je l'ai remis au goût du jour dans Power BI, mais il y a aussi possibilité de le faire en DAX. Mais c'est vrai que c'est… Quand même en performance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh, puis c'est plus sympa aussi d'utiliser Power BI aujourd'hui où c'est plus agréable à regarder. Oui, bien sûr. Et aussi, c'est pratique de les lier à une table qu'on a déjà, une table client qui existe déjà dans notre ERP. Il y a surtout ça aussi. Ouais, ouais. Avant, c'était plus compliqué. C'était possible, mais… Et là, notamment, c'est accessible pour une PME grâce à Power BI aussi. C'est surtout ça. On peut lier des données Excel, ERP facilement. Il y a une question de Xavier Fontaine qui demande si tu peux redonner le nom du visuel que vous envisagez pour faire une carte des machines-outils. Tu parlais de la carte Oui, complète. Icon Map. Alors, il y a eu, c'est le 24 avril. Le 24 avril, il y a eu un meet-up sur, cette… attendez, excusez-moi, je reviens sur les conversations. Oui, le 24 avril, il y a eu un meet-up sur sur l'Icon Map. C'est quelque chose qu'il faut télécharger, c'est pas par défaut dans Power BI. C'est développé par… Oui, d'accord, je vois. Ouais. Oui, oui. Alors, elle est en anglais, la démonstration, mais… Alors, c'est vrai qu'honnêtement, je suis désolée, je voulais le faire pour aujourd'hui. Et puis, j'ai eu des contraintes de temps qui ne m'ont pas permis de le faire, mais personnellement, moi, je vais le faire. Ouais, je peux… Si
si certains, ça les intéresse, ils peuvent me rejoindre sur LinkedIn et puis je pourrais leur montrer ce que j'ai fait. Alors, pas tout de suite, mais et pourquoi pas aussi proposer un meet-up sur ce sujet. Et aussi sur la présentation des heures avec une vraie table client et aussi avec cette icon map. Donc là, par contre, c'est peut-être moins accessible que certains métiers, même si certains sont férus de data comme nous, les informaticiens, et qui font d'excellentes présentations. Alors, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais répondre. Je vais partager le lien de ton LinkedIn sur le chat, comme ça, s'il y en a qui veulent Ah oui, merci, oui. te rejoindre. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Puis, pardon. N'hésitez pas aussi à évaluer cette session. C'est dans le café, je crois, il me semble. Je sais. Oui, c'est possible, oui. Là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Oui, tu as fini la session? Oui, et je vous Très intéressant. souhaiter un En tout bon cas, appétit. Pardon? je Excuse-moi, David. je me demandais par rapport à tous les écrans qui ont été mis en place dans l'entreprise, est-ce que c'est toi qui as dû convaincre l'entreprise d'investir dans ces écrans, ou alors est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui s'est dit, tiens, avoir des écrans dynamiques à l'intérieur de l'usine directement, ce serait beaucoup mieux? Les deux. Les deux. En D'accord. fait, je leur ai proposé, puis ils m'ont dit, ah bah oui, on avait l'idée. Effectivement, ouais, tout à fait. Parce que là, c'est un investissement plus important que les licences elles-mêmes dont on parlait au début. Alors, juste sur l'écran interactif, où là, il y a un investissement plus important. Sinon, non, pour les tablettes, et puis c'est pas renouvelé tous les ans. Sur les écrans, les tablettes, non, ça coûte pas très cher. Parce qu'on a vu, bon, il y a le grand écran dont le Ouais. monsieur était en face, et puis on avait aussi la dame que tu nous as présentée qui était devant 4 écrans. Là, c'était des grands Oui, écrans oui, aussi. oui. Donc ça, c'est pas des écrans tactiles, par contre. Je sais plus. Oui, il y avait un moment, elle était avec la souris. Dans la plupart, ils sont. Effectivement, il y a certains écrans qui ne sont pas tactiles, qu'ils avaient déjà, qu'ils ont recyclés à la place des tableaux blancs. Mais l'inconvénient, quand c'est pas tactile, c'est qu'il faut une souris, un clavier, c'est pas si simple. Dans la plupart du temps, ils préfèrent investir dans la plupart des endroits, c'est des écrans tactiles. C'est D'accord. plus Et donc, pratique. c'est des écrans d'ordinateur, pas forcément des télévisions. Oui, tout à fait. Ce sont des écrans d'ordinateur et en fait, c'est simplement la page web de Power BI Service qui est affichée D'accord. avec des comptes génériques. Donc, comme je présentais au départ, c'est des comptes génériques en fonction des îlots. Alors là, ils sont organisés pour créer les comptes en fonction des îlots avec des droits d'accès différents. Et donc, c'est sécurisé, c'est collaboratif. Et donc, j'imagine, tu as dû former aussi le personnel sur place qui avait. J'imagine ça dans une usine avec du personnel Oui, qui n'est pas devant un ordinateur, qui a l'habitude plutôt du papier et des choses écrites à la main. Donc là, il a fallu former les équipes, leur apprendre à utiliser l'ordinateur et notamment interagir avec le rapport, quoi. tout à fait. Tout à fait. Mm. Et Et quels ça sont n'a pas ceux été. qui, Pardon. Oui. ouais, et quels sont ceux qui ont développé alors ces rapports? Alors, bonne question. Pour le moment, en fait, ils ont pris des stagiaires en informatique, pardon, non, en école d'ingénieur, mais pas informatique, justement. Ils sont en école d'ingénieur généraliste. Et là, les deux premiers, ils étaient plutôt là pour découvrir un service qualité. Alors, ils étaient contents parce que en ce moment, c'est très difficile pour des étudiants de trouver des stages en entreprise. Ouais. Et actuellement, en ce moment, il y a un autre stagiaire, lui, qui travaille plus avec le dirigeant et qui commence à travailler avec des indicateurs stratégiques.
Et donc, pour le moment, donc là, par exemple, en 4 mois, je suis intervenue moins d'une vingtaine d'heures. Donc, je suis intervenue effectivement beaucoup au départ pour la mise en place. Ouais. Après, ils se sont débrouillés. Où ils m'ont agréablement surpris, c'est sur le DAX. Moi, je pensais intervenir pas mal pour les former en DAX et finalement pas du tout. Ils se sont débrouillés en DAX. Où ils ont vraiment des difficultés, c'est plus côté M, ce qui est logique. En plus, moi, je suis contente parce que c'est vraiment ma partie. C'est plus la partie des informaticiens et le DAX, les métiers se débrouillent assez bien. Bon, pour des choses plus complexes, je vais intervenir dans l'avenir, notamment sur ce qui correspond à de l'analytique, avec des mesures multidimensionnelles et interactives. Mais pour le moment, non, ils m'ont pas trop Sollicité, quoi. sollicité, non. J'étais plutôt surprise, oui, comme quoi, enfin dans le bon sens quoi du terme. Alors Ouais. après, c'est vrai que je leur ai aussi quand même indiqué pas mal de bonnes pratiques, notamment au niveau graphique, au niveau et puis je leur ai aussi donné quelques petits tuyaux au départ sur les principaux visuels utilisés. Alors c'est vrai que par contre, pour le moment, ils ont utilisé quand même les visuels les plus couramment utilisés. Ils n'ont pas été télécharger d'autres visuels qui peuvent être développés par les uns ou les autres. Mais bon, ça fait que 4 mois. Oui, ok. Oui, oui, donc déjà en 4 mois, le travail C'est bien, ouais. Non, mais fourni, ouais, 18 indicateurs. Et puis là, au niveau qualité, ils ont quasiment fait le tour pour le service qualité et, ouais. pour, et pour la production. Donc, Et combien de rapports au total, donc, ont été développés? 18 pour le moment. 18 rapports, hein? D'accord. 18 rapports. Et pour le moment, ceux qui sont présentés, ils sont tous sur des fichiers Excel. Alors, il y a aussi une information intéressante à donner, c'est qu'il y a certains rapports qui ne peuvent pas publier dans Power BI Service parce qu'ils travaillent avec l'aéronautique et D'accord. notamment avec des clients aussi qui travaillent ils sont sous-traitants donc d'entreprises qui ont comme pour client l'armée. D'accord. Donc, tu veux dire, oui, il y a des utilisateurs externes et donc qui ne font pas partie du tenant, c'est ça? Euh, non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisateurs externes, mais par contre, au niveau des audits, on les oblige à ne pas publier, même si c'est pour de l'interne, ils n'ont pas le droit d'utiliser des données dans le cloud. Et donc, D'accord, ok, ouais, ok. C'est ah plus ouais. imposé par de l'audit que. Oui, c'est plus imposé par de l'audit pour des questions réglementaires. D'accord, oui, ok. Autre chose, ouais. Oui, parce qu'ils manipulent des données de l'armée et donc ils sont Ouais, imposés par, par mm, les polices de l'audit, enfin les polices de l'armée. tout à fait, tout à fait, D'accord. tout à fait. La DGSE, oui, qui intervient. Ah oui, bien sûr, oui, ça a Ouais, du sens. mm, Ok. ça a du sens. Mais bon, à part ça, donc à part que mais ça, je dirais que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, où il faut mettre les données à part. Il y a c'est ITAR pour les États-Unis et en France, le terme, c'est, je sais plus, enfin l'équivalent d'ITAR, ce sont donc de la réglementation spécifique pour les données de l'armée. Oui, d'accord. Et là, on est obligé de mettre des données vraiment à part et pas les mélanger Avec les avec le reste. Et bien là, sûr. donc pour Power BI, ça se pose aussi. Et du coup, on reste en desktop. Et donc, c'est pas collaboratif et on ne publie pas Et dans le donc, comment, service. comment ils font alors? C'est partagé sur du OneDrive, SharePoint, à l'intérieur des équipes? Alors ça, c'est justement la licence pro en fait, on publie. Alors, je vais Mais repartager mon écran. ces rapports qui ne sont pas publiés sur le Power BI Service, ils sont quand même partagés Ah avec. non, Ah, non, pas ils du tout. sont. Alors oui, ils sont partagés, pardon. Mais
comment non, non, là c'est classique, hein, c'est dans des c'est à partir d'explorateurs Windows qu'on peut les ouvrir, et du tout c'est pas collaboratif, hein, c'est vraiment à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Non, non, c'est surtout pas sur OneDrive. Ils n'ont pas le droit de les mettre sur OneDrive. Ah bah oui, parce que ça reste aussi du cloud aussi. Ouais, ça donc, reste du cloud, tout à fait. ok. Et donc, bon, c'est un très bon exemple, en tout cas, d'une entreprise qui a intégré Power BI. Et là, tu disais, c'est une cinquantaine d'employés dans cette entreprise. Oui. Donc, c'est une petite entreprise, on peut dire. Tout à fait. Tout à Et fait. qui ont très vite réagi, enfin, qui ont très vite évolué entre du papier et du digital, avec a priori une très bonne intégration de ces nouvelles technologies à l'intérieur de l'usine. Oui, oui, tout à fait. Alors, ils avaient de la bonne gouvernance de données déjà, hein. Ils sont habitués à ranger leurs documents dans des sous-dossiers, etc. Donc, ils n'ont pas été perdus non plus. Ils connaissaient bien les outils Microsoft. Ils connaissaient déjà Microsoft 365. Donc, ça les a aidés aussi. Mais effectivement, Power BI leur a changé la vie. Ça, c'est clair. Et alors, les plus importants influenceurs, j'ai envie de dire, de ce changement, ça a été la direction. Est-ce que la direction a été... enfin, toi, tu as parlé directement avec la direction ou tu as parlé avec des managers d'équipe et tu as fait évoluer ça vers la direction pour faire changer ces pratiques? En fait, c'est la direction qui m'a appelé. Enfin, ça faisait un moment qu'on discutait parce qu'on se connaît un peu. Ils savaient ce que je faisais. Moi, je savais, j'avais déjà travaillé dans l'aéronautique, donc ils savaient ce que je pouvais leur apporter. Sauf qu'avant l'existence de Power BI, on ne savait pas comment on allait travailler ensemble, sachant qu'ils n'avaient pas les moyens vraiment de me faire intervenir à mi-temps, ou même par exemple à mi-temps, parce que l'ancienne BI, c'était quand même un coût assez important. Moi, je travaillais plutôt pour des grands comptes. Et là, vraiment, l'arrivée de Power BI a tout changé. Un jour, je l'ai recroisé, puis je lui ai dit, tiens, il y a un outil qui s'appelle Power BI, qui s'appelle Power BI Desktop. Je t'invite à le télécharger et à tester. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Et puis surtout, je les ai à nouveau interpellés, c'est quand la licence premium par utilisateur est arrivée. Et c'est là qu'on a décidé de collaborer ensemble. Donc finalement, la licence pro suffisait pour le moment. Donc on aurait pu passer sur le Power BI collaboratif plus tôt. Mais non, j'ai pas eu beaucoup à les convaincre. C'est plus non, parce qu'ils sont très concrets et très vite. Non, ils ont très vite compris l'intérêt de cet outil. Ça a été assez rapide. Aussi bien, je dirais, tout le management. Et là, en ce moment, maintenant, c'est les équipes, c'est, je dirais, l'ensemble des collaborateurs qui sont convaincus, quoi, et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. C'était beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Excellent. Super. Bah, très bon exemple, en tout cas, d'intégration de Power BI dans une entreprise, et en tout cas une petite entreprise. On a plutôt l'habitude de voir des entreprises de taille moyenne un peu plus importantes. Là, une petite entreprise, c'était très intéressant. Merci, David. Merci pour tes questions. Merci à toi, en tout cas, Anne-Christine, pour ta présentation, très, très bien faite. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Et puis, s'il y a d'autres questions, le chat reste ouvert et puis Anne-Christine reste disponible également. Tout à fait. Merci à tous. Bon appétit à tous.